Épisode 6. Souvenez-vous, vous êtes déjà venu ici? À l'usine Motte-Bossu. Mais si, vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire de votre vie antérieure à Roubaix. Entre nous, c'est bizarre quand même ce grand château industriel, hein? Avec les tours crénelées, un presque pont-levis. Quel genre de prince charmant pouvait bien habiter dans ce palais de briques? Est-ce qu'il y avait une princesse super jolie qui dormait sous les plafonds? Une princesse? Peut-être pas. Mais à l'origine de ce château industriel, il y a un monstre. Un affreux monstre immense qui a dévoré bien des vies à Roubaix. Un monstre qu'il a fallu tuer pour construire ce grand bâtiment que vous êtes en train d'observer. Vous ne croyez pas au monstre? Pourtant, celui-ci a bien existé. Avec un peu d'imagination, vous pouvez même le voir. C'est même facile de le deviner. Vous êtes un enfant. Vous venez d'avoir 12 ans et grâce à votre petite taille, vous êtes un ouvrier précieux pour aller rattacher les fils sous les métiers à tisser. Par la fenêtre, vous ne voyez pas le boulevard du Général Leclerc. À l'époque où vous vivez, en vous mettant sur la pointe des pieds, vous voyez un canal par la fenêtre. Même pas un canal, un bras mort. Le boulevard du Général Leclerc, c'est un bras mort du canal de Roubaix. Et sur l'autre rive, là où vous pouvez voir le monument à Eugène Motte, habitait le monstre. Celui qui vous faisait si peur. C'est comme ça qu'on appelait la filature qui se trouvait là. La filature monstre. Créée par Louis Motte-Bossu, fils d'une famille de commerçants et gendre du maire de Roubaix, c'est la plus grosse usine de la région. Elle produit plus de coton que toutes les autres usines réunies. Sauf que voilà, le coton, ça fait de la poussière. La poussière, ça prend feu. Et le monstre passe son temps à prendre feu. On aurait pu l'appeler le dragon, tellement ça brûle souvent. Il y a des incendies sans arrêt, jusqu'à l'incendie de Trot, en 1866. À cause d'un ouvrier impatient de commencer sa journée de travail et qui veut allumer lui-même la lumière au gaz, le monstre meurt. L'usine est entièrement détruite. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un petit bout de mur d'enceinte. Allez vous promener rue de la Poste si vous ne me croyez pas. Le vieux mur d'enceinte, c'est tout ce qu'il reste de ce monstre-là. Pourquoi un si grand mur d'enceinte si épais au fait? Ce n'est pas pour se protéger des méchants. C'est juste pour ne pas tuer trop de monde si les machines à vapeur explosent. Toute une ambiance Roubaix à l'époque. Bref, en 1866, le monstre est mort, mais le textile, lui, il va très bien. Et vous, eh bien, ça va pas trop mal non plus. Même si les journées sont longues. Vous travaillez près de 10 heures par jour de ce côté du canal, dans cette annexe construite en 1862 à l'épreuve du feu. Au début, c'est pas si grand. C'est juste une annexe de l'ancienne usine qui va bientôt devenir monstrueuse. Monsieur Motte-Bossu a bien étudié les usines anglaises qui lui font de la concurrence. Celles-ci ont un avantage énorme. Elles ne brûlent pas. Ou alors, très mal. Quand vous aurez fini de démêler les pelotes qui bloquent la machine, levez un peu les yeux. Vous voyez les poutres? Celles en bois ont été remplacées par des poutres métalliques, soutenues par des poteaux en fonte. Et si vous avez un peu froid aux fesses, c'est que le sol n'est plus en parquet, comme dans l'ancienne usine. Y a pas à dire, ils sont forts ces Anglais. Ce sont aussi les Anglais qui ont inspiré les crénelages en haut des murs. Ça par contre, ça ne sert à rien, enfin, officiellement. Les industriels de la perfide Albion voulaient juste montrer qu'ils étaient une nouvelle forme d'aristocratie en Grande-Bretagne. Ils construisaient des usines qui ressemblaient à des châteaux forts pour bien montrer que les vrais rois, après tout, c'était eux. Et vous vous dites qu'être un enfant dans ce genre de château fort, c'est pas tellement un conte de fées.
Les patrons, eux, ils sont contents. Les Mott bossus sont fiers de ce style un peu excentrique qui fait le charme de nos amis anglais. Au passage, ça permet de distinguer l'usine des centaines d'autres usines qui fleurissent partout à Roubaix à l'époque. À la fin du 19e siècle, si vous dites à un Roubaisien « on vous attend à l'usine à 7 heures », il a toutes les chances de se tromper de bâtiment, puisque les usines, il n'y a que ça. Par contre, donner rendez-vous à l'usine qui ressemble à un château fort, ça, c'est plus facile à trouver. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos fleurs de coton donc. En 1866 donc, l'annexe est aménagée. Mais ça manque vraiment de place. Autour de vous, les ouvriers s'affairent. L'ancienne annexe va devenir elle aussi un monstre en grignotant la ville autour d'elle. Elle va même avaler la rue de la Filature qui finira par faire partie de l'usine. À l'époque, ce ne sont pas les industries qui s'adaptent à la ville, c'est la ville qui s'adapte aux industries. Et elles ne font pas toujours de détails. À force de tout dévorer autour d'elle, l'usine termine sa croissance vers 1920. On y file du coton, encore du coton, toujours du coton. Quand je dis « on », je parle bien sûr de vous. Du petit enfant que vous êtes jusqu'à l'âge adulte que vous devenez. Tout se passe entre ces murs, dans un vacarme assourdissant et une poussière qui vole dans toute la ville. L'usine Château-Fort tient bon. Elle a gagné la guerre contre le feu. Les années passent, fini les incendies. Elle résiste à tout. Pourtant, il y a une chose contre laquelle elle ne peut rien. La désindustrialisation de la fin du XXe siècle. Cette guerre-là ne fait pas de bruit, ni de flammes. Mais qu'est-ce qu'elle fait de victimes ici? On est à la fin des années 70. Vous êtes devenu vieux et vous ne reconnaissez plus grand-chose. Le canal a été bouché depuis longtemps. Ça fait un joli parking pour les ouvriers qui viennent travailler à l'usine en attendant le tram et le métro. Celle qu'on appelait autrefois une usine château est devenue une usine verrue. Bien noircie par un siècle de fumée, elle regarde les autres usines fermées autour d'elle. Elle sait que ce sera bientôt son tour. Les filatures s'ouvrent à l'autre bout du monde. Ici, elles disparaissent, dans la douleur. Vous voyez vos enfants se tourner les pouces, parler de chômage. De toute façon, qui voudrait d'une usine en plein centre-ville, sans aucune possibilité de faire venir ses camions? En mars 81, il reste 650 ouvriers dans l'usine. Le mois suivant, il n'y en a plus aucun. C'est terminé. On a tout essayé, rien n'y fait. Les monstres industriels ont rejoint les princesses et les princes charmants des contes de fées. C'est une autre histoire, une autre époque. Logiquement, des bulldozers devraient bientôt arriver pour raser tout ça. Mais le passé ne veut pas toujours mourir. Les façades de l'usine ont été classées en 1979. Comme pour assurer les ouvriers face à la peur du chômage? Ou juste pour être sûr de garder le souvenir, au moins le souvenir, d'une industrie triomphante? Le château de l'industrie devient le symbole d'une époque qui n'en finit pas de mourir. C'est le travail qui l'a fait naître. C'est le travail qui va sauver le bâtiment. L'endroit est choisi par l'État pour abriter les archives du monde du travail en 1984. Concours d'architectes gagné par Alain Sarfati, discussions sur les financements, projets en tout genre. Le château industriel va devenir une fabrique de mémoire, d'émotions et de rencontres. On y travaillera moins le coton et plus l'imagination. Les cheminées arrêtent de fumer, on nettoie les briques dont tout le monde pensait qu'elles étaient noires. Et nous voilà maintenant, avec vous, en train de se dire que, décidément, cet endroit ne sera jamais tout à fait comme les autres. Quelque part dans une archive, bien rangée dans son classeur, il y a votre nom, comme l'a écrit le chef du personnel le jour de votre arrivée à l'usine. Une photo aussi peut-être? Des regrets? Sans doute. Vous avez été ouvrier textile, c'est Brouan à la piscine. Patron d'usine,
se réjouissant du nouvel hôtel de ville. Nourrisson dans une courée? Vous l'avez été, mais vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec Vos vies antérieures. Un podcast immersif en 7 épisodes à vivre dans les rues de Roubaix. Une nouvelle expérience touristique imaginée par I Love Roubaix. Accompagné, si vous le souhaitez, de sa boîte à souvenirs pour un parcours augmenté. Podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes, boîte en vente chez I Love Roubaix, 3 bis rue du Chemin de Fer, 59 100 Roubaix. Dirigez-vous vers l'étape suivante, devant la maison de la Goutte de lait, 31 boulevard du Général Leclerc. Dos à l'usine Motte Bossu, poursuivez sur l'avenue du Général Leclerc pendant 200 mètres.